C'est dans son livre Notre-Dame de Paris que Victor Hugo écrit ceci. Durant les 6000 premières années du monde, depuis la pagode la plus immémoriale de l'Hindoustan jusqu'à la cathédrale de Cologne, l'architecture a été la grande écriture du genre humain. Il ne faut pas croire que la maçonnerie ne soit puissante qu'à édifier le temple, qu'à exprimer le mythe et le symbolisme sacerdotal, qu'à transcrire en hiéroglyphes sur des pages de pierre les tables mystérieuses de la loi. Mais non. L'architecture, pour Hugo, c'était au contraire un langage, ou plutôt une manière de préserver le langage des rigueurs de la guerre, de la nature et de l'intolérance. C'est même la seule manière. Et Victor Hugo ajoute cette phrase qui donne tout de même à penser. Il existe au Moyen-Âge, pour la pensée écrite en pierre, un privilège tout à fait comparable à notre liberté actuelle de la presse. C'est la liberté de l'architecture. La pensée, alors, n'était libre que de cette façon. Aussi ne s'écrivait-elle tout entière que sur ces livres qu'on appelait édifices. Seulement voilà, quelque chose au XVe siècle s'est produit qui a rendu inutile l'architecture pensante. C'est la découverte de l'imprimerie. La conclusion de Hugo est catégorique. Voici pourquoi, depuis, on ne construit plus de cathédrales. Si pourtant on en construit une, celle-ci, en ce moment, dans un terrain vague, à la limite de Boulogne et de Billancourt. Très exactement une succursale de Notre-Dame de Paris. Il est vrai que c'est pour les besoins du film que Jean Delannoy vient d'entreprendre, d'après le célèbre roman de Hugo justement, avec pour vedette Gina Lollobrigida, Anthony Quinn et Jean Danet. Jean Orange et Jacques Prévert en ont rédigé le scénario. Nul doute alors qu'ils n'aient tenu compte de ces étonnantes mais véridiques remarques de Hugo. On ne saurait, c'est l'auteur qui parle, on ne saurait se faire une idée des licences que prennent alors les architectes même envers l'Église. Cette liberté va très loin. Quelquefois, un portail, une façade, une église tout entière présente un sens symbolique absolument étranger au culte ou même hostile à l'Église. Elle se serait vue brûler en place publique par la main du bourreau sous la forme manuscrit si elle avait été assez imprudente pour s'y risquer. Oui, parce que tout de même, il ne faut pas oublier que Notre-Dame de Paris est une chose assez différente de ce que le cinéma nous en a montré jusqu'à présent. Oui. Le livre de Victor Hugo est un roman très violent, excessif, polémique. Il faudrait beaucoup de courage, même aujourd'hui, pour l'écrire. Est-ce qu'on sentira un écho de cette violence dans votre film, Jean Delannoy? Oui, je crois certainement que on sentira absolument cette violence d'Hugo dans le film. Moi, nous nous en rapprocherons le plus possible. Je ne dis pas que ce sera un film polémique, parce que de nos jours, cette polémique peut-être n'existerait pas, mais ce sera certainement l'écho d'un livre qui a été écrit par un homme jeune et plein de flammes et qui, à cette époque, avait des choses à dire. Alors, on le ressentira parce que nous avons, dans toute la mesure du possible, respecté l'œuvre d'Hugo. Ça ne s'est pas toujours passé, vous le savez. En effet. On a déjà fait 2 films, un film du temps du muet, un film du temps du parlant, et il est évident qu'on n'a pas fait le film tiré de l'œuvre d'Hugo, mais une œuvre imaginée par les Américains. Que le Moyen-Âge n'intéressait pas, ou ils se sont simplement bornés à raconter une histoire qui leur paraissait... Je crois qu'ils ont été séduits par la valeur scénarique de l'œuvre, n'est-ce pas? Ils ont pris Hugo pour un scénariste au lieu de le prendre pour un romancier. Oui, et surtout comme un poète. Surtout, je crois que la poésie d'Hugo ne leur a pas été sensible. Ils se sont dit, eh bien oui, ce sont des choses que nous allons mettre à la portée des Américains, mais nous allons le remettre dans un moule préfabriqué, n'est-ce pas? Et Hugo avait bien du talent, mais il est passé à côté de choses charmantes. Et c'est comme ça qu'on a vu des œuvres dans lesquelles les personnages n'avaient ni les mêmes caractères, ne disaient pas du tout les mêmes choses, bien entendu, et aboutissaient à des solutions tout à fait différentes. Il y avait des happy ends qui étaient assez curieuses dedans. La chirurgie esthétique enlevait presque la bosse de Quasimodo. Mais enfin, vous, comment est-ce que vous allez faire pour faire plaisir à Hugo, en quelque sorte? Eh bien, pour faire plaisir à Hugo, je crois que nous avons d'abord fait quelque chose qui était très important. Nous avons ramené au cinéma un homme qui s'en était déjà éloigné depuis quelque temps, et qui s'appelle Jacques Prévert. Une très bonne idée. D'abord que j'aime beaucoup, et en plus de ça que Jean Orange et moi-même, nous avons eu le sentiment
d'amener à Hugo comme Hugo aurait désiré être adapté au cinéma. Et il est évident que Jacques Prévert, apportant sa poésie dans cette œuvre-là, s'est juxtaposé à celle d'Hugo. Il fallait d'abord évidemment qu'il aime le sujet, parce que ça n'est pas donné à tout le monde d'aimer Notre-Dame de Paris. Beaucoup de gens, et non des moindres que j'ai vus, considèrent cette œuvre comme une œuvre énorme, touffue, sans intérêt. Nous y voyons un énorme poème du Moyen-Âge, revu par un romantique, et je crois que dans ce domaine-là, nous respecterons Hugo, tout à fait. Ce Moyen-Âge ressemble à quoi, ressemblera à quoi dans votre film? Vous allez le dégager de quelle manière? Eh bien, nous allons le dégager, enfin, c'est assez vous allez avoir de merveilleux décors, mais oui, l'esprit en lui-même de ce Moyen-Âge. L'esprit en lui-même, je crois que nous le dégagerons par la conception que nous avons de ce Moyen-Âge déjà, mais même à travers Hugo, c'est-à-dire ce mélange, ce brassage de religion, de paganisme, où nous trouvons évidemment cette histoire qui commence par une fête des fous et une fête religieuse à la fois. C'est exactement donner le ton à l'œuvre d'Hugo, et c'est exactement, disons-le, le Moyen-Âge que nous retrouvons aussi bien dans les gravures que dans l'esprit, que nous retrouvons dans Luther, que nous retrouvons dans toutes les œuvres du Moyen-Âge. Indépendamment de cet esprit, donc non conformiste de Hugo et du Moyen-Âge d'ailleurs, il est évident que vous allez raconter l'histoire en elle-même. Est-ce que cette histoire de Quasimodo et d'Esmeralda, vous l'avez changée? Non, nous en avons au contraire tiré un grand parti. Il nous a semblé que c'était, dans Hugo même, la grande histoire d'amour. Ça a l'air d'une blague comme ça quand on en parle, puisqu'il s'agit d'un monstre et de la plus belle fille du monde, en l'occurrence Gina Lollobrigida et Anthony Quinn qui jouera le rôle de Quasimodo. Mais ça nous a semblé un des mythes essentiels de l'œuvre d'Hugo, c'est-à-dire, au fond, l'histoire de la Belle et la Bête. N'est-ce pas? Et c'est la grande histoire d'amour. L'autre histoire d'amour, elle se passe surtout dans le cœur d'Esmeralda, n'est-ce pas? Puisqu'elle rencontre aussi un beau jeune homme qui la sauve. Phébus. Oui, enfin, elle est angélique, elle est sauvée par le beau chevalier, c'est Saint-Georges, c'est Saint-Michel, si vous voulez, terrassant le dragon, parce que tout est mythologique dans l'histoire d'Hugo, vous comprenez? Tout n'est-ce pas? Tout s'apparente au mythe de cette époque et antérieure également. Il est évident que quand on voit les truands prendre d'assaut Notre-Dame, c'est évidemment, au fond, l'enfer qui se révolte contre les anges, qui est aussi un des grands mythes de cette époque, n'est-ce pas? Et nous voilà soudain plongés dans le Moyen-Âge d'Esmeralda qui est devenu celui de Gina Lollobrigida, un Moyen-Âge que le directeur de la photographie, Michel Kelbert, voit en cinémascope et en couleur, un Moyen-Âge contemporain pour ainsi dire. Il faut qu'il ne pas là, à gauche, encore, redresse, redresse, hop, ça va. Ce qui veut dire que vous arrivez alors maintenant, vas-y 10 kilos. C'est ça? Oui, bah, c'est mieux. Et là, étant arrivé ici, vous vous tournez. Jojo. Dans ce mouvement de tête où il se tourne, allez la chercher. Vous comprenez? Oui, c'est mieux là. Dans le décor planté par René Renoux, Esmeralda, patiente, attend de connaître qui de Frollo le savant ou du beau Phébus la séduira. Oui, c'est trop. Faites un seul pas qui vous amène au milieu. Est-ce que c'est un peu trop? Frollo hésite. Il guette d'abord le signal de Jean Delannoy, il s'étonne ensuite de voir Phébus monter chez Esmeralda. Un brûlé de 10 kilos. Ouais. Silence. Attention, on répète une bonne fois. Que personne ne se mette dans les lumières pendant la répétition. Prêt. Partez. Avec une seule chose. Vous allez trop en arrière. Oui, trop en arrière. Deux pas. Juste deux pas. Juste un pas, si vous voulez, qui vous amène, puisque vous avez les grandes jambes, un pas qui vous amène au milieu de la rue, mais pas deux alors, dans ce cas-là.
Attention, il faudrait que vous soyez, je m'excuse, il faut vous retrouver exactement dans la position où vous étiez tout à l'heure. C'est-à-dire tout droit et vous tenant comme vous vous teniez. C'est ça. Attention. Allez-y. Remulo, Remulo. Oui. Attention. Ouais. Attention. Moteur. Ça tourne, attention, partez.